Des hauts et des bas. Le club des éditorialistes, mesuré par Thomas Binet. C'est pas la gauche, la France. C'est pas la droite, la France. La France, c'est tout à la fois. C'est tous les Français. Bonsoir à toutes et à tous et très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de notre club des éditorialistes. Alors on va commencer avec Didier Maisto qui me fait le plaisir d'être à ma gauche. Normalement nous devrions être en duplex avec Nicolas Corato, mais je vais vous donner un scoop, il est qu'à contact et comme notre Premier ministre, il va être en visio. Alors le temps qu'il se branche, qu'il revienne avec nous, on va commencer avec Didier Maisto. Le sujet du soir, les sujets du soir vont être Guadeloupe et Martinique, escalade vertigineuse et ramayade de Kadhafi à Colbert. Alors on va commencer, Didier, oui je vous vois hausser les sourcils, on va commencer avec la Guadeloupe et la Martinique. Alors que la Guadeloupe s'enfonce dans la violence, la Martinique, à son tour, rencontre des échauffourées, comme ce fut le cas d'ailleurs dans la nuit de lundi à mardi à Fort-de-France, sans déplorer pour autant de blessés. Il n'en retire pas moins que les policiers et pompiers ont été pris pour cible par des tirs d'armes à feu. Mais la cause n'est pas seulement pour des questions sanitaires, mais l'inégalité sociale, le chômage, des jeunes en particulier, le pouvoir d'achat, entre autres, qui alimentent les contestations des populations des Antilles. Alors on va commencer à en débattre avec vous. Le temps, souhaitons-le que Nicolas Corato puisse nous rejoindre, sinon on fera un tête-à-tête. Voilà. Bon, alors, Guadeloupe et Martinique, escalade vertigineuse. On a l'impression que c'est en train de s'enflammer dans nos départements d'outre-mer. Oui, ça s'enflamme. La situation n'est pas nouvelle. Ce sont des territoires qui sont déjà sous tension, qui sont beaucoup sous perfusion, je dirais, de l'État central, avec un chômage des jeunes enfin un chômage général déjà qui est énorme, qui est de l'ordre de 20% de la population, donc à peu près 2 fois supérieur à ce qu'il est réellement dans l'Hexagone. Beaucoup de problèmes locaux, je dirais, d'abord parce que ce sont des îles avec un tourisme qui a vraiment baissé ces derniers temps pour cause de crise sanitaire, des capacités hospitalières qui sont vraiment ridicules, il faut bien le dire. C'est quand on regarde, que ce soit en Martinique ou en Guadeloupe, rapporté à l'ensemble de la population, c'est vite saturé. Des problèmes sociaux très importants, beaucoup de RSA, beaucoup de chômage, particulièrement chez les jeunes, je le disais, c'est encore pire, les chiffres sont incroyables. Et en plus, évidemment, des tensions un peu raciales. C'est toujours compliqué pour la France de continuer à avoir ces territoires. C'est la France, mais c'est pas non plus complètement la France, c'est très loin. Il y a les problèmes de couleur de peau. Et on le voit aujourd'hui dans les débats actuels. C'est très difficile parce que la France peut apparaître comme le méchant colonisateur qui vient simplement réprimander les populations. C'est un peu le sentiment qu'elles ont aujourd'hui, alors que des moyens avaient été demandés, notamment pour l'hôpital, et c'est pas nouveau. C'est vrai que l'image est déplorable de voir le GIGN, le RAID arriver en renfort de France, de la métropole, pour faire régner l'ordre et la sécurité. C'est comme ça que c'est vécu sur place. Et enfin, je dirais, une population très peu vaccinée, parce que c'est dans sa culture. Beaucoup de médecine, je dirais, un peu ancestrale. Ils ne sont pas très chauds pour la vaccination. Sont aussi... il y a un certain orgueil de la Guadeloupe et de la Martinique en disant « mais laissez-nous vivre notre vie. On ne veut pas se soigner, on ne veut pas en tout cas se vacciner. » Donc, toujours un petit peu le rôle de la France métropolitaine qui apparaît comme un gendarme. Et ça, quand on a en plus un gouvernement qui n'est que dans l'ordre et la sécurité, qui ne voit pas les crises arriver, qui est toujours dans la réprimande, voilà à quoi ça aboutit, un gouvernement d'amateurs. Malheureusement, on arrive à ces extrémités-là, quoi. Alors après, il y a beaucoup d'autres problèmes. Mais statut d'amateur revendiqué. Voilà, tout à fait. Nicolas Corato, est-ce que vous nous entendez ? Mais parfaitement, est-ce que vous m'entendez ? Parfait, merci de nous avoir rejoints. Alors on va prendre de vos nouvelles, parce que dans le lancement, vous n'étiez pas là au moment où j'ai lancé l'émission. Je disais que j'avais le sentiment qu'on recevait Jean Castex ce soir, puisqu'il était qu'à contact, comme vous. Votre santé va bien ?
Rassurez-nous. Ah oui, non, mais moi je vais très bien, il n'y a pas de problème, mais bon, j'applique les consignes, vous savez, C'est bien, c'est bien. je suis obéissant. On voit ça. Oui, Nicolas Corato, alors on vous reçoit ce soir comme souvent le mardi. Vous complétez notre belle équipe d'éditorialistes. Le sujet du soir, le premier sujet, parce qu'il y en aura un deuxième, ça sera Ramayad, vous le savez. On a préparé un peu l'émission avec vous quand même. Guadeloupe et Martinique, escalade vertigineuse. On commençait à en débattre avec Didier Maisto. Comment vous voyez les choses là-bas? Au moment où nous nous parlons, on a vu quand même que ça prenait des proportions assez inquiétantes et qu'on avait le sentiment que tout était, vu d'ici, en train de s'enflammer là-bas. Quel est votre point de vue? Bah, d'abord que dès qu'on se parle des Outre-mer, c'est compliqué parce que l'Hexagone a toujours du retard par rapport à la situation dans les Outre-mer et que quels que soient les gouvernements, ils ont tendance à réagir avec un effet retard qui est préjudiciable au règlement des difficultés locales. Ça s'explique par plusieurs points. Le premier étant quand même la relative indifférence dans laquelle les gouvernements successifs tiennent ces territoires ultramarins. Et il y a un vrai sujet parce qu'on ne peut pas continuer à dire que c'est la richesse de la France malgré je dirais les la période coloniale et puis en même temps ne pas s'occuper de ces territoires et de leur population. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a, je pense, des difficultés des différences territoriales entre la Guadeloupe et la Martinique. En Guadeloupe, il ne faut pas oublier qu'il y a un très, très fort courant indépendantiste qui est très présent, qui est très imprégné, notamment dans les forces syndicales locales. Et c'est pas la première fois qu'en Guadeloupe, il y a une forme de révolte, voire d'émeute contre le pouvoir central, hexagonal, on dirait même métropolitain. Donc ça, c'est une tradition qui est venue, je pense, exacerber la crise sanitaire et les injonctions qui sont faites à la population. Injonctions qui sont d'autant plus mal comprises que, encore une fois, cette population attendait plutôt des lits d'hôpitaux, des médecins, des masques, des médicaments et que jusqu'à présent, on leur a pas envoyé tout ça et qu'à la dernière extrémité, en extrême urgence, on envoie le GIGN et le RAID, ce qui est pas, en termes de symbole, le meilleur choix qui ait été fait. Mais dans ces départements de France, l'État français se manifeste d'abord par le maintien de l'ordre. Et ça, c'est quand même une grande tradition républicaine. C'est le maintien de l'ordre avant tout, et puis ensuite, on envoie de l'argent pour calmer tout le monde, et on fait des grands sommets. Souvenez-vous ce qui s'est fait en Nouvelle-Calédonie. Et puis, si je peux me permettre, il y a deux petites choses, moi, qui m'intéressent dans ce qui se passe, notamment en Guadeloupe. C'est que il y a 3 données qu'on n'a pas réglées dans ces territoires. Il y a une donnée, Didier Maisto en parlait un peu d'environnemental. On n'a pas réglé le problème du chlordécone, hein, qui, vous savez, ce qui est ce produit avec lequel on a cultivé les bananes pendant des décennies, qui est un produit hautement toxique et qui a quasiment intoxiqué une grande partie de la population avec des cancers qui sont d'une prévalence absolument inédite sur le territoire français. Il y a une vraie demande de la population d'un règlement, y compris financier, et d'un accompagnement de ce traumatisme qu'a subi toute la population. La deuxième problématique, notamment en Guadeloupe, c'est l'eau. Vous savez qu'un tiers seulement de l'eau est potable sur ces territoires. Le reste est acheminé par bateau ou par bouteille en plastique, ce qui pose et il y a une vraie demande de traitement de l'eau, notamment sur ces territoires. Et puis, il y a une dernière difficulté énorme qui est le chômage, hein. En Guadeloupe, on est à près de 20% de chômage, alors que ces territoires sont au centre d'une zone Caraïbe, Antilles, qui offre énormément de débouchés. Et croyez-moi, on sait aussi développer des entreprises et il y a aussi des entrepreneurs qui font beaucoup d'argent dans ces territoires. Et on voit que finalement la distribution, vous savez, la redistribution dont on dit que c'est un truc d'utopiste et d'islamo-gauchiste ici dans l'Hexagone, là-bas, c'est un vrai enjeu de redistribuer l'argent entre les 20% qui travaillent pas et certains qui continuent à s'enrichir, certainement avec beaucoup de dignité, mais il y a un vrai sujet sur la répartition des richesses, des terres et des emplois sur ces territoires d'outre-mer. Alors Nicolas Corato, vous avez cité 3 points, hein. Je vais revenir sur le premier, pour lequel tout le monde n'a pas forcément la mémoire de la situation. C'était effectivement dans les années 70, c'était le scandale du chlordécone. C'était un pesticide qui avait été autorisé, on l'a utilisé sur les terres et les plantations de bananes essentiellement. Alors que les États-Unis, eux, l'avaient interdit, la molécule avait fini par créer des intoxications avérées et l'État français avait continué à l'utiliser, ce qui a généré une situation de défiance vis-à-vis des autorités. Et aujourd'hui, très clairement sur place,
place. Il y a un amalgame qui est produit entre la chlordécone et justement le vaccin pour la Covid. Donc, Didier Maistot, je vais rester sur le premier point que vous avez évoqué, Nicolas, et je vais me tourner vers Didier Maistot. Justement, ce scandale, au-delà du scandale en tant que tel, parce qu'il remonte malgré tout aux années 70, mais on voit que c'est quand même assez présent dans les esprits, en tout cas, ces informations qui nous reviennent. Au-delà de tout ça, c'est donc la défiance vis-à-vis de l'État français et de ses représentants. Alors, vous l'avez dit tous les deux, on a envoyé le GIGN, le RAID, je crois que c'est 200 ou 250 personnes, enfin, officiellement, qui ont été envoyées sur place, plus d'ailleurs toutes les forces en présence. L'État, aujourd'hui, n'envoie pas ses ministres. Très clairement, Sébastien Lecornu, qui est le ministre de l'Outre-mer, a évoqué le fait qu'il n'irait, lui et d'autres ministres, qu'à partir du moment où l'ordre serait rétabli. Bon, alors ça va peut-être changer dans les 24 prochaines 48 heures quand on verra comment la situation va évoluer, mais pour autant, il a mis un préalable. Alors, moi aussi, je vais amalgamer les différents points. Cette fameuse scandale du chlordécone, la problématique de globalement les forces en présence, le GIGN, le RAID, les ministres qui ne veulent pas se déplacer. Comment on va remettre tout le monde à une forme de table de discussion pour sortir de cette situation autrement que par la violence, puisque c'est la violence dont on parle aujourd'hui. C'est très compliqué. Alors déjà, sur le chlordécone, il y a eu des lanceurs d'alerte, y compris dans la métropole. Par exemple, Priscilla Ludowski, figure des Gilets jaunes, qui avait créé un mouvement au moment des Gilets jaunes beaucoup plus large et transparti, on va dire. Et moi, j'ai assisté au lancement de ce mouvement avec beaucoup de Gilets jaunes dans le 19e arrondissement à Paris, et où elle faisait parler des gens justement des Outre-mer sur le chlordécone, essayant d'alerter les pouvoirs publics qui connaissent par cœur la situation, et rien n'a été fait. La situation est explosive parce que c'est quand même une bonne partie de la population qui est empoisonnée, avec effectivement, Nicolas Corato en a parlé, un taux de cancer absolument incroyable. On connaissait la toxicité de ce produit, et effectivement, l'État français a continué pour des raisons financières et de rentabilité, parce que c'était efficace à continuer à traiter les bananes avec ce produit. Donc il y a vraiment déjà une défiance qui est forte. Il y a un amalgame qui est fait, je ne sais même pas si c'est un amalgame, mais il y a un parallèle en tout cas, une similitude, en disant finalement l'État, la France, l'Hexagone nous empoisonne. Bon. Il y a cette défiance, et c'est vrai qu'en Guadeloupe, il y a un mouvement indépendantiste très fort. Et d'ailleurs, quand on va en Martinique et en Guadeloupe, c'est pas tout à fait la même chose. Quand on est blanc, touriste, je dirais, on voit que les Martiniquais sont beaucoup plus, je dirais, habitués au tourisme, etc. Et quand on commence à se balader dans le fin fond de la Guadeloupe, bien sûr pas sur les fronts de plage où vous avez des hôtels magnifiques, etc. Mais quand vous allez dans l'intérieur du pays, vers la forêt tropicale, etc., dans certains villages, on n'est pas forcément les bienvenus parce qu'il y a cette défiance, et elle est palpable, je dirais. Bon. Donc le problème de la France en général et de ce gouvernement en particulier, c'est de toujours traiter les problèmes en aval et d'envoyer la police. Donc on l'a vu pour les Gilets jaunes, on l'a vu pour la loi la loi de réforme des retraites avortée, on l'a vu sur la loi de sécurité globale. C'est d'abord, alors il y a des manifestations, on ne se met pas autour d'une table pour discuter, comme l'avaient fait certains gouvernements avant celui-ci, certains exécutifs, de droite comme de gauche d'ailleurs. Là, on envoie la police, et les ministres ne sont pas fous. Lecornu, il sait très bien que s'il y va avec ce degré de tension, ce niveau de tension aujourd'hui, ça ne va pas très bien se passer, quoi. Mais attendez, Didier, on entend ce que vous dites. Mais ça serait passé, j'en sais rien, à Toulouse, ça serait passé à Marseille, etc. On aurait déjà 2, 3, 4 ministres, pour ne pas dire le président de la République, qui seraient dépassés. Oui, mais là, si vous voulez, peut-être, en tout cas, vous savez, quand les Guadeloupéens, on l'a vu ces dernières années, où les Martiniquais se mettent à manifester, c'est quand même beaucoup plus violent. Il y a sûrement tout cet tas d'éléments.
Ce que vous voulez dire, c'est que les ministres n'y vont pas parce qu'ils ont peur que leur intégrité soit... Que leur C'est intégrité, ça? bien sûr, que leur intégrité physique, ils savent pas très bien comment ça peut tourner. Vous avez vu les scènes, c'est quand même des scènes d'une rare violence, hein. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu ça dans l'Hexagone. Donc il y a bien sûr ce sentiment mêlé. Alors c'est que c'est très complexe. Je suis d'accord avec Nicolas Corato. C'est la France, c'est pas la France. Quel est le rôle de la France? Alors certains disent ça c'est plutôt la droite, oui, mais vous voyez, c'est des grosses feignasses, hein, je caricature à peine, hein. Ils travaillent pas, ils sont sous perfusion, ils sont en RSA, il n'y a rien de plus feignant qu'un Guadeloupéen, il suffit de regarder un peu les réseaux sociaux. Et puis, de l'autre côté, il y a d'autres personnes qui disent, et plutôt de gauche d'ailleurs, qui disent, mais c'est l'État colonial, sans doute vous y avez pensé avec votre deuxième sujet consacré à Ramayad. On est aujourd'hui dans ces phénomènes de recherche d'identité, parce que comme on n'arrive plus à être une nation, on a vécu sur ce rêve, cet idéal, que la France n'était pas la couleur de peau, n'était pas simplement un territoire hexagonal, mais que c'était d'abord une idée. Cette idée, malheureusement, elle est en train de voler en éclats, et donc chacun se replie sur son identité primaire, primale, des histoires de religion, des histoires de couleur de peau, et ça, bien sûr, il faut être honnête, ça joue beaucoup dans les rapports que peuvent entretenir les Outre-mer avec la métropole, avec le pouvoir central. Le colbertisme, on en parlera sûrement avec Ramayad tout à l'heure, c'est ce que ça peut créer chez nous. Dans les populations noires des Outre-mer, Colbert, c'est pas tout à fait la même chose. Quand on dit même colbertisme, vous voyez, il faut voir les choses sous tous les angles. C'est un peu de l'anamorphose. Quand on se déplace un petit peu, on voit pas les choses de la même manière. Et ça demande beaucoup de recul, de hauteur de vue, de sérénité, de calme. Ce que n'a pas ce gouvernement, quoi. C'est ça et c'est pour ça que la situation est explosive aussi. Nicolas Corato, je me retourne vers vous. Vous avez évoqué un deuxième sujet qui est la cause aussi des problèmes rencontrés là-bas, c'est le chômage. Vous avez évoqué effectivement 20% de la population qui est au chômage. Je vais préciser aussi sur une certaine partie de cette population, c'est les jeunes qui sont en première ligne dans ces manifestations, puisque en Guadeloupe, alors pour les 15-24 ans, pour être précis, c'est 55,7% de chômeurs. La Réunion, 50%, la Martinique, 47,8%. Donc globalement, on tourne autour des 50, un peu ou prou en moyenne. Ceci explique cela, c'est ce que vous avez commencé à dire tout à l'heure. C'est aussi une des causes majeures du problème rencontré. Oui, c'est une des causes majeures certainement de ce qui est en train de se dérouler, notamment en Guadeloupe, avec une difficulté, c'est que comment dire, on a beaucoup, non seulement on n'a pas beaucoup mobilisé d'emplois sur place, mais on en a beaucoup délocalisé. Je vais prendre un exemple, mais qui vous parlera, c'est-à-dire que typiquement, aujourd'hui, si vous êtes Guadeloupéen ou Martiniquais et que vous voulez faire des études supérieures, on vous incite à venir les faire dans l'Hexagone, pour ensuite éventuellement travailler dans des emplois dans l'Hexagone et pas nécessairement revenir dans votre île, en Guadeloupe ou en Martinique. Je prends un exemple assez précis. Si vous voulez être avocat, par exemple, et vous pouvez commencer votre université dans les Antilles, mais les écoles d'avocats, elles sont toutes dans l'Hexagone. Et donc, vous devez passer 1 an et demi dans l'Hexagone. Alors, il faut avoir un peu de moyens pour le trajet, l'hébergement, la formation, le vivre tous les jours. Et puis, au bout d'1 an et demi, peut-être que vous serez plus tenté par vous installer dans l'Hexagone que de revenir en Guadeloupe ou en Martinique. C'est-à-dire qu'au-delà de la création d'emplois nets sur des îles, finalement, ces îles sont aussi victimes du mouvement d'aspiration de l'Hexagone, qui aspirent leurs élites, qui aspirent ceux qui pourraient ensuite créer des emplois sur leur territoire, et qui découragent également ceux qui n'ont pas les moyens de venir faire des grandes études, des hautes études, des études supérieures dans l'Hexagone. Donc il y a une inégalité territoriale très très forte dans le monde ultramarin. Et quand on fait des sondages sur des secteurs où on interroge par exemple l'accès à la culture, l'accès aux biens, l'accès aux loisirs, l'accès aux droits, systématiquement, il y a 20 points de moins dans les territoires ultramarins.
C'est-à-dire que systématiquement, dans ce qui sont des départements de France, hein, on parle pas de Calédonie, on parle pas de la Polynésie, on parle de départements français. Dans ce qui sont des départements de France, finalement, euh, les habitants n'ont pas le même accès au droit, le même accès à la culture, le même accès à l'éducation nationale, le même accès à l'éducation, à l'enseignement supérieur, le même accès au sport, bref, n'ont pas le même niveau de service public, très largement, que dans l'Hexagone. Alors, pendant des années, on s'en est presque glorifié en disant que finalement, ces gens-là, comme le disait Didier Maisto, n'avaient qu'à travailler un peu plus ou à se bouger ou à venir dans l'Hexagone travailler un peu moins cher que les autres. Mais aujourd'hui, il y a une vraie aspiration à vivre de la même manière de l'autre côté de l'Atlantique. Et je pense que cette aspiration, on doit l'entendre, parce que si on l'entend pas, d'autres puissances l'entendront et peut-être iront proposer de nouveaux deals à ces populations-là. Ça existe aussi, la concurrence géopolitique dans ces secteurs-là. Donc on a des perles au niveau des Antilles qui devraient être des bras armés de l'économie française et de la finance française qui sont très très bien placés. Et on continue avec des logiques un peu néocoloniales à maintenir sous cloche une population alors qu'on devrait l'aider à s'émanciper, l'aider à vivre, et pour qu'ensuite elle reste française, mais pas de dépit, par vrai choix, par choix et par valeur. Est-ce que vous trouvez normal, Nicolas Corato, qu'à l'heure qu'il est, aucun ministre, même secrétaire d'État, n'envisage d'aller sur le territoire, sur ce Alors département oui, d'outre-mer? je vous entendais parler de ça. Moi, alors, peut-être une petite nuance avec Didier Maisto. Je comprends et je prends le point de sécurité. Moi, ça me rappelle, et pourtant j'étais beaucoup plus jeune, la séquence qui avait eu lieu en Nouvelle-Calédonie, où pendant des mois, les ministres de la République française avaient dit le préalable à l'ouverture de négociations et notre arrivée dans l'île, c'est la cessation des violences, la cessation des heurts, des conflits. En gros, là aussi, c'est une attitude assez colonialiste. Euh, euh, Laissons-leur nous prouver qu'ils ont la capacité de devenir des gens intelligents et avec qui on pourra parler. Et quand ils nous auront fait cette preuve, on viendra les voir. Il y a quand même, moi je pense que effectivement aujourd'hui ça se passerait à Toulouse ou à Marseille, on aurait 4 ou 5 ministres qui auraient débarqué. Il y a un moment où soit on ne contrôle plus ces îles, et alors il faut le reconnaître, soit on les contrôle et puis on y va, mais on y va avec quelque chose à offrir et on y va en ayant annoncé la couleur sur les intentions du gouvernement. Là, l'idée de leur dire rentrez chez vous et puis j'arrive, finalement j'arrive avec quoi? Avec rien, comme d'habitude. Je pense que c'est un vrai sujet pour la présidentielle, la condition des ultramarins. Il y a un vrai plan de rattrapage public et privé d'ailleurs pour les territoires ultramarins. C'est un avantage formidable pour la France. Moi, je suis persuadé qu'il y a énormément de choses à gagner, mais il faut qu'on ait envie de les garder, ces territoires, et qu'on s'en donne les moyens. Donc moi, je pense qu'il faut aussi dire aux Français de partout qu'il faut payer pour les territoires ultramarins. Oui, ça va nous coûter plus. Oui, il y a plus de gens au RSA. Oui, il y a plus de gens au chômage. Mais ça vaut le coup de faire cet investissement, ça vaut le coup de remettre les gens au travail, ça vaut le coup d'envoyer des fonctionnaires en nombre là-bas, ça vaut le coup de refaire les tribunaux, de refaire les hôpitaux. Vous savez, dans les territoires ultramarins, très souvent, par tradition, vous avez des magistrats qui sont, vous savez, quand vous sortez de l'École nationale de la magistrature, vous avez, en fonction de votre classement de sortie, vous choisissez votre poste. Et bizarrement, les postes à la fin, que personne ne choisit, ce sont les postes dans les outre-mer. Mayotte, la Guyane, les Antilles. Et pourquoi est-ce que nous, on organise ces choix-là dans ce sens-là? Pourquoi est-ce qu'on les mettra pas en haut, ces postes-là, avec un intéressement, avec une incitation? Pourquoi on n'envoie pas les meilleurs dans ces territoires où on attend le meilleur de la France? Et vous pensez que le fait que le préfet également refuse de rencontrer qui que ce soit au moment où nous nous parlons est une bonne chose? Là, c'est même pas quelqu'un du gouvernement, hein, qui a à se déplacer. Il est déjà présent physiquement. Oui, mais ça, alors je pense que c'est lié aussi beaucoup avec la situation dans l'île où euh, les groupes qui revendiquent de tenir entre guillemets les, les- les- les manifestants sont des groupes qui ont jamais été vraiment reconnus par l'État, par les pouvoirs publics. On manque aussi on voit, mais Didier faisait le parallèle avec les Gilets jaunes. Je ne sais pas si on peut le faire complètement, mais là aussi, on a quand même une incapacité de l'État à nouer le dialogue. C'est-à-dire que l'État ne veut parler qu'avec des gens qu'il choisit. Or, dans cette île,
je dirais que les corps constitués classiques, les élus locaux, les syndicats un peu officiels, traditionnels, sont complètement décrédibilisés depuis des années. Et donc, on a ces groupuscules, ces collectifs qui se sont créés un peu de manière spontanée. Je ne sais pas s'ils représentent complètement la population guadeloupéenne, je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais qui n'ont jamais été reconnus comme des interlocuteurs. Donc, si l'État attend d'avoir à sa table des gens qui sont d'accord avec lui et qu'il connaît, ça peut durer très très longtemps. Et là aussi, il faut que le corps préfectoral apprenne à travailler, je veux dire aussi sans filet, hein. Quand le maintien de l'ordre et quand l'ordre public l'exige, il faut aussi accepter d'ouvrir la table des négociations à des gens qu'on ne connaît pas ou qu'on ne reconnaît pas nécessairement. Didier Maistre, le fait qu'on tire à balles réelles sur les forces de l'ordre, parce qu'il y a des tirs de 9 mm qui ont été recensés, que l'accès à Force de France est totalement impossible, blocage avec des camions, voitures, palettes, pneus disposés à des points stratégiques pour empêcher. Bon, est-ce que ce retour à la normale, dans ce qu'on en observe, on voit des images, vous l'avez évoqué vous-même tout à l'heure, c'est quelque chose d'acceptable même d'ici vu de Paris, est-ce que les concitoyens français, vous pensez, vont accepter ça très longtemps ? Non, parce que effectivement, on ne peut pas accepter qu'un territoire de la République soit comme ça complètement en ébullition et quelque part un peu dans la sécession. Bon. C'est comme ça que c'est vu, en tout cas, sans doute par beaucoup de gens en métropole. Mais c'est un prisme complètement trompeur. Parce qu'effectivement, je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Nicolas Corato, je suis complètement d'accord avec tout ce qu'il a évoqué. Il y a une espèce de schizophrénie de l'État par rapport au territoire d'outre-mer, parce que chaque fois on s'enorgueillit, si vous voulez, dans le sport, dans le foot, dans l'athlétisme, c'est toujours la France de toutes les couleurs, etc. On s'enorgueillit d'avoir le 2e territoire maritime au monde, en kilomètres de côte. Mais quand il faut effectivement aller dans le dur, rendre service à la population, en faire des terres d'excellence, là, le compte n'y est pas. Et chaque fois, les Outre-mer, on en parle un petit peu au moment des élections. Puis après, pendant 5 ans, en général, vous n'entendez plus parler des Outre-mer. Il y a très peu de ministres. Le président de la République, il va très peu. Ce sont un peu des territoires oubliés. Et donc, on est dans cette schizophrénie-là. Donc, ça, plus la pauvreté et le chômage. Le côté, on est dominé par les hommes blancs, colons, etc., ça joue d'autant plus que la nation française, si elle existe encore, ça devient presque risible de le dire comme ça, est en décomposition. Et donc la pauvreté qui engendre la violence, avec des questions de dominants et de dominés, en tout cas vécues comme telles, plus la question raciale, on va sans doute en parler, qui jette de l'huile sur le feu. Parce que si vous voulez, quand vous avez comme ça, les gens disent « oui, mais c'est les Noirs contre les Blancs, c'est scandaleux ». Oui, mais évidemment qu'il y a une conscience dans le monde entier aujourd'hui avec le mouvement woke. Il ne s'agit pas d'être pour ou d'être contre, on va y venir, mais ça fait partie de la réflexion globale qui vient irradier tout ça. Et donc, quand on en parlait hier, sur des questions identitaires, plus ça ira mal d'un point de vue économique, plus le pays et les Outre-mer se recroquevilleront sur des questions identitaires. Et donc c'est très dangereux aujourd'hui d'avoir cet affrontement qui sera aussi noir contre blanc. Ça sera vécu comme ça, quoi. Je suis désolé de mettre un peu les pieds dans le plat, mais je pense que cette idée de couleur de peau qui n'a aucune importance, de religion qui n'a aucune importance. Vous le savez, moi je suis un ardent défenseur de la Constitution, de son article 1er. Maintenant, je regarde le monde dans lequel on vit, et je regarde la France, je la regarde dans l'Hexagone, je la regarde dans ses Outre-mer. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'envie d'unité et le fait de se vivre ensemble, c'est pas très mirobolant, quoi. On peut dire ça comme ça, c'est un peu un euphémisme. Voilà, je veux pas mettre de l'huile sur le feu, mais il y a aussi cette question qui est dans tous les esprits et dans toutes les tripes aussi. Et ça, c'est dangereux.
quand on en arrive là. Eh bien, écoutez, on va suivre l'évolution de la situation en Guadeloupe et en Martinique dans les prochaines heures. Ça va être certainement déterminant pour le calme que nous souhaitons qu'il soit retrouvé sur place. Je vous propose qu'on se retrouve dans un instant après une petite respiration. On va parler de Ramayad, du wokisme. Didier a commencé à en parler, la cancel culture. Bref, on va faire un petit tour du côté de Washington et des propos tenus par Ramayad il y a quelques heures. À tout de suite. Retrouvez-moi ce soir sur PDA TV dans l'émission C'est cadeau, le talk de l'immobilier, pour y parler avec Sacha Boyer et Éric Alouche des intentions des Français et principalement des Franciliens pendant le Covid. Alors, je vous retrouve avec Didier Maisto et Nicolas Corato qui est en duplex. Et on va aborder le deuxième sujet de notre débat des éditorialistes. Et on l'a appelé Ramayad de Kadhafi à Colbert. Alors, c'était en 2007. C'était presque il y a un siècle. Ramayad, alors secrétaire d'État aux Affaires étrangères et aux droits de l'homme, dénonçait publiquement la visite officielle du colonel Kadhafi en France en déclarant, je la cite, « Il doit comprendre que notre pays n'est pas un paillasson sur lequel un dirigeant, terroriste ou non, peut venir s'essuyer les pieds du sang de ses forfaits. La France ne doit pas recevoir ce baiser de la mort. » Fermez les guillemets. Celle qui fut considérée comme la rebelle du mandat de Nicolas Sarkozy ne manqua jamais l'occasion de faire parler d'elle. Il y a quelques jours, de Washington, où elle est désormais installée depuis 3 ans, est devenue adepte du wokisme et s'est rappelée au bon souvenir de la France en déclarant qu'elle avait vécu comme une micro-agression de devoir passer à Paris devant la figure de Colbert, ce grand ennemi de la liberté dont la statue est devant l'Assemblée nationale, je la cite. Alors, ça a déchaîné un peu les passions dans les rédactions, au niveau de la classe politique. Je me tourne tout de suite vers vous. Didier Maisto, vous connaissez bien la classe politique, vous connaissez bien d'ailleurs cette frange aussi de la classe politique, de ces années où la droite était au pouvoir, Ramayad. Bon, là, en préparant ce sujet, on a regardé un peu tout son parcours pour se rafraîchir la mémoire, parce que ça fait 3 ans qu'elle nous a un peu quittés pour aller aux États-Unis. Elle a eu un parcours quand même au niveau de la classe politique qui n'a pas été un long fleuve tranquille, hein. Elle s'est présentée à certaines élections, elle a changé de parti. On pourra revenir dans le détail tout à l'heure sur son parcours. Elle n'est pas très appréciée d'ailleurs de sa famille d'origine, hein, encore au moment où nous nous parlons. Moi, j'ai envie de vous poser tout de suite une première question. À quoi elle joue ? Pourquoi cette sortie, alors que ça fait 3 ans qu'elle est partie pour avoir un poste d'ailleurs depuis, directrice, voilà, je cherchais le titre, d'Afrique de l'Atlantic Council, qui est un think tank basé à Washington. Pourquoi a fait cette sortie aujourd'hui, d'après vous ? Alors, je vais tenter une explication. Je l'ai eu au téléphone, vous le savez, il y a une dizaine de jours avant cette histoire. C'est quelqu'un que je connais bien, Ramayad, dont j'ai observer le parcours politique. Et moi, je trouvais que c'était quelqu'un de supérieur. À tout point de vue, d'abord dans sa prise de conscience politique, dans la liberté de sa parole, dans une espèce de classe naturelle. Je suis désolé, ça va peut-être choquer ce que je dis. Vous la voyez, je ne parle pas de beauté, je parle pas de... c'est un personnage, quoi. Voilà, elle irradie quelque chose de magnétique et d'assez particulier. Elle s'était élevée contre la venue de Kadhafi, même si moi j'ai pris sa défense ce week-end sur les réseaux. Je me suis fait incendier hier, etc. Parce que les gens ont mis une photo, on la voyait sourire avec Kadhafi, après en disant « mais vous vous rendez compte de ce que vous racontez », etc. Bon, en tout cas, c'était la seule à l'avoir dit, et moi j'avais beaucoup travaillé sur le sujet parce que j'étais scandalisé. J'avais mes bureaux en face pratiquement à l'époque, rue du Faubourg Saint-Honoré. Tout le quartier était bloqué et la France fermait au fur et à mesure les ponts parce que M. Kadhafi venait se balader et il fallait pas troubler M. Kadhafi. Il est venu avec toute une délégation, des dizaines de voitures, sa Mercedes blindée, danseuse du ventre, et il a fait installer sa tente avec ses Amazones où des hommes politiques, dont Patrick Ollier, l'actuel président du Grand Paris, qui était à l'époque le président du groupe d'amitié France-Libye,
Il avait fait des affaires avec la Libye, il s'est fait exfiltrer ensuite par les services secrets. Il a été l'artisan de la venue de M. Kadhafi et il était le compagnon de Michel Alliot-Marie, qu'il avait d'ailleurs accueilli à l'aéroport, qui prenait sa mine, son air froid, mais en fait c'était pas froid du tout, c'était très chaleureux. L'un appelait l'autre mon frère, c'est pour vous dire un peu, tout ça se passait en famille. On a appris plus tard assez vite d'ailleurs, j'étais un des premiers à le révéler, et puis il y a eu un très beau livre d'une journaliste du Monde, que les Amazones étaient des esclaves sexuels, et que dans sa vie, M. Kadhafi a violé environ 6000 personnes. Il venait avec son équipe et ses militaires dans les familles, violer les arracher à la famille et violer des filles qui avaient entre 14 et 18 ans parce qu'il les aimait jeunes. Je préfère quand même expliquer tout ce contexte qu'on oublie assez facilement quand ensuite la France est partie, alors qu'on sait qu'il y a eu des financements potentiels, c'est pas encore complètement démontré, il y a des procès en cours pour M. Sarkozy, pour la campagne de M. Sarkozy, et la France, avec l'aide de M. Bernard-Henri Lévy, l'a fait assassiner. Et quand vous regardez aujourd'hui la vaste zone du Sahel, c'est une catastrophe parce qu'on n'a rien fait après la déstabilisation de la Libye. Et ça va jusqu'au Mali et même bien au-delà du Mali, cette grande ligne de l'Afrique en dessous de la Libye qui va d'est en ouest, des milliers de kilomètres, des centaines de milliers de kilomètres carrés, c'est peut-être, je ne sais pas moi, 10 fois la France, complètement infestée par les terroristes. La drogue, la prostitution, les viols et le terrorisme. Ça, c'est le contexte général. Je l'ai eu au téléphone et j'ai vu quelqu'un qui avait pris du recul et de la hauteur. Et donc, quand vous êtes à Washington et que vous travaillez pour un think tank et que vous occupez de l'Afrique et que vous... Voilà, je lui dis, mais comment tu vois la France? Alors, évidemment, on a parlé de Zemmour, etc. Elle était un peu horrifiée des débats tels qu'ils se déroulaient aujourd'hui. Quand vous sortez du territoire et que vous êtes dans quelque chose de plus vaste, vous avez peut-être une conscience humaine, planétaire, qui est différente. Vous voyez l'Afrique sous un autre jour. Vous voyez la France sous un autre jour. Et donc, effectivement, nous, quand on reste de France, on est dans cette espèce de je sais pas comment, de tropisme franco-français, et on ne voit pas les questions. Alors, bien sûr, si on se positionne comme nous, en tant que blancs, français, de la cinquantaine, etc., vivant dans l'Hexagone, ça peut être choquant, ces propos. Et j'essaie de les analyser à travers le prisme de ce qu'on a dit tout à l'heure. Comme on n'a plus l'idée de faire nation, comme tout est en train d'éclater, chacun se replie sur son identité raciale, même si les races n'existent pas, je le dis à dessein, en tout cas la couleur de peau, la religion, et cette espèce de tribu primale, qui est notre ethnie, etc. La conscience, finalement, qu'on est réduit à l'essentiel de ce qui constitue, c'est grave ce que je suis en train de dire, hein, ce qui constitue notre identité, et quand notre identité, quand on déploie ses mains et qu'on dit « je suis blanc, je suis noir », vous vous rendez compte la régression qu'on est en train d'opérer les uns et les autres. La France était basée sur un mythe, le mythe du Gaulois, nos ancêtres les Gaulois. Mais nos ancêtres les Gaulois, quand on avait des Noirs, des Jaunes, des Arabes, ce que vous voulez, et des Blancs, on acceptait cette mythologie, parce c'était un mythe fondateur. Et aujourd'hui, voilà, donc comme il y a effectivement cette prise de conscience, mais aussi des discours politiques hyper virulents, je parlais d'un candidat putatif potentiel tout à l'heure, aujourd'hui, quand même, ces gens-là défendent une France blanche, une France catholique, et j'ai eu des débats, comme vous le savez, sur les réseaux, où les gens me disent « mais tu n'es pas français, Maïsto, parce que tu n'es pas issu de ce peuple qui a bâti la France depuis 2000 ans. » Et c'est ça qui est grave. Donc, bien sûr, on est là, blanc, noir, wokisme, défense, on est presque les WASP, c'est presque le Ku Klux Klan contre les woke, et on est en train d'importer le pire des États-Unis, parce que on était, nous, un creuset basé sur l'intégration et l'assimilation. Et là, on est en train d'additionner les tribus. Voilà, en fait, tout le débat, quoi.
semble-t-il. Nicolas Corato, je me retourne vers vous maintenant. Il y a une phrase dans l'interview de Ramayad que j'ai ressortie pour vous la soumettre. Comment se fait-il que les hommes noirs qui constituent 8% de la population soient 40% occupés des prisons américaines? Un jeune noir sur 3 connaîtra la prison au cours de sa vie contre un blanc sur 17. Comment se fait-il qu'ils représentent la majorité des populations infectées par le Covid? C'est Ramayad qui s'exprime. Comment vous réagissez à cette phrase, sortie de son interview, bien évidemment, décontextualisée, et aux propos tenus par Didier Maisto pour expliquer un peu la sortie et les sorties, j'allais dire, de cette interview de Ramayad? Bon. Ben, moi, je pense d'abord qu'il ne faut pas réagir par l'invective. Ce sont des vrais sujets. Et je trouve d'ailleurs étrange que les réactions soient aussi violentes quand Ramayad s'exprime et assez pusillanime quand Monsieur Zemmour s'exprime de son côté. Je crois que Ramayad, elle pose un vrai problème, une vraie question, y compris à notre société universaliste française, qui n'est pas la même que celle où elle vit aujourd'hui aux États-Unis. Et c'est pas une question de wokisme, hein, ça, le wokisme, c'est des mots valises qu'on nous trimballe pour nier le débat ou pour invectiver plutôt que de débattre. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est la politique et l'histoire, c'est une question de symboles. Quels sont les symboles dans notre histoire de France et dans notre vie politique aujourd'hui qui permettent à des gens issus de l'immigration, des gens qui ne sont pas blancs, des gens qui ne sont pas chrétiens, des gens qui n'ont pas nécessairement une histoire héréditaire avec la France, de se sentir français? Bah, on se rattache à des symboles quand on n'a pas d'histoire dans un pays. Et quels symboles on trouve? Alors sous les frontons de la République, on trouve liberté, égalité, fraternité. Ça, je pense que la devise est suffisamment universelle pour convenir à tout le monde, de ceux qui sont là depuis les Gaulois comme de ceux qui sont là depuis avant-hier. Mais on trouve aussi dans notre histoire de France, dans nos symboles républicains, d'autres symboles qui peuvent heurter. Effectivement, il y a une statue de Colbert devant l'Assemblée nationale française. Il y a devant l'Assemblée nationale de la République française une statue d'un ministre de Louis XIV. Déjà ça devrait nous interroger. Moi, j'ai pas de problème à ce qu'on mette des statues de Colbert, mais est-ce que c'était vraiment sa place au pied même du temple de la République? Mais si je vais un peu plus loin, c'est quoi le problème avec Colbert? C'est pas l'anachronisme, il ne s'agit pas de faire de l'anachronisme, de reprocher à je ne sais qui a vécu au XVIIe siècle tel ou tel comportement. C'est l'hommage que lui rend la République. Parce que qu'a fait Colbert? Il a publié le Code noir en 1685. Le Code noir, c'est quoi? C'est un code qui va statuer sur le statut de l'esclave. Et qui dit l'esclave est entre l'homme et le meuble. Il est entre l'homme parce qu'on va quand même lui certifier un certain nombre de caractéristiques de l'homme et interdire par exemple la torture. Mais c'est un meuble parce qu'on ne lui qualifie pas de personnalité juridique et qu'on peut le vendre et l'acheter comme on veut. Bon, ben je conçois moi que Ramayad, mais pas que Ramayad, parce que moi aussi ça peut me choquer. Quand on passe devant l'Assemblée nationale et qu'on voit la statue de Colbert, on s'interroge. D'ailleurs, elle dit pas que ça la révolte. Elle dit qu'elle ressent comme une micro-agression, mais c'est pas Colbert qui l'agresse. C'est l'idée qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, la statue de Colbert soit toujours devant le temple de la République. Nicolas Corato, est-ce qu'il faut déboulonner? Parce que c'est ce qui se fait dans d'autres pays. Hein. Est-ce qu'il faut déboulonner la statue de Colbert? Je vais vous dire, pardon, c'est pas nouveau cette histoire. De tout temps, on a déboulonné des statues. Depuis que l'homme est homme, depuis le néolithique, depuis que les statues existent, on les a déboulonnées. Regardez la manière dont est construite notre histoire, regardez les livres et les récits de Suétone, etc. On a toujours mis à bas les statues des tyrans. Il y a toujours une lutte autour de la représentation des hommes publics et même des dieux dans l'histoire et dans l'humanité. On s'est toujours battu pour des statues. Regardez en Afghanistan ce qui s'est passé avec les fameux Bouddhas il y a quelques années. Regardez ce qui s'est passé à Palmyre il y a peu de temps. Que ce soit des statues divines, iconographiques ou d'hommes ou de femmes qui ont vécu réellement, on s'est toujours battu politiquement sur la représentation, sur l'image de la réalité telle qu'on la voit ou telle on l'aperçoit. Donc ça ne me choque pas que ce débat existe. Et souvenez-vous quand même que nous-mêmes, hein, les hommes blancs de moins de 50 ans à l'époque, quand on regardait le mur tomber
et les statues de Lénine déboulonnées, personne ne venait nous dire que c'était du wokisme. On nous disait que c'était la liberté qui arrivait à l'Est. Bon, mais finalement, entre déboulonner une statue de Lénine à Varsovie en 1990 et déboulonner une statue de Colbert à Paris en 2021, quelle est la différence de traitement? C'est aussi un acte de pensée, c'est un acte fort politiquement. Moi, encore une fois, j'ai rien contre l'histoire de Colbert, mais par ailleurs, on pourrait en parler du personnage de Colbert parce que franchement, c'est un tout petit personnage de l'histoire de France. Hein. Relisez ce que dit Diderot de Colbert. C'est un petit voleur qui a géré les intrigues de Mazarin, qui était très très fort pour mettre de l'argent dans sa poche et détourner les fonds publics, qui a fait porter le chapeau à Fouquet, qui était vraiment certainement le grand intendant qu'il aurait fallu au siècle de Louis XIV. Mais bon, si vous lisez même Paul Morand, qui est quand même pas un gauchiste, dans Fouquet ou Le Soleil l'offusqué, il vous fait un portrait de Colbert qui mérite pas une seule statue. Et lui-même la déboulonne, la statue, virtuellement. Donc, je veux dire par là, il faut qu'on arrête de s'exciter sur l'histoire et qu'on regarde les choses tranquillement. Les statues, ça se déboulonne. Oui, c'est fait pour ça. Une statue, c'est fait pour être déboulonnée. Et je pense qu'à un moment, Ramayad, elle propose pas de déboulonner la statue. Elle dit, ça me pose un problème. Et elle dit bien la statue de Colbert devant l'Assemblée nationale. Elle dit pas la statue de Colbert à Washington, d'ici. Elle dit, c'est bien le contexte qui est important. Que vient faire la statue de Colbert devant l'Assemblée nationale? Et pourquoi personne ne se pose la question aujourd'hui? Il y aurait une statue de Pétain devant l'Assemblée nationale, vous voyez, le sort serait vite réglé. Il y a une statue de Colbert. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait dans ce pays qui s'est en partie construit sur l'esclavagisme? Hein, il faut regarder les villes de Bordeaux, de Nantes. Est-ce qu'on sait à quel point l'esclavagisme a structuré, a financé, a enrichi notre pays, mais également l'a extraordinairement affaibli par la dette que l'on a vis-à-vis de ces populations? On en parlait tout à l'heure, pardon, hein, les populations antillaises, elles sont pas noires parce qu'elles sont nées dans les Antilles. Elles sont noires parce qu'on les a amenées d'Afrique noire pour aller travailler dans les champs de canne à sucre pour enrichir la France et certaines villes de France et certains commerçants en France. Il y a un vrai sujet et il y a une histoire de l'esclavage en France qui est complètement inconnue. On parle aussi des manques en termes d'histoire, pardon, mais cette histoire de l'esclavage est inconnue. Allez voir dans les villes de Bordeaux et de Nantes si on vous explique d'où viennent les magnifiques frontons du XVIIIe siècle. Didier Maisto, elle a une autre sortie dans son interview. Elle déplorait le privilège blanc en France. Je la cite, sans rien demander, ou même sans le savoir, certaines opportunités vous sont offertes. Moi, sans rien demander, certaines portes me sont fermées. Si racisme structurel il y a, n'en est-elle pas un contre-exemple? Mais j'étais une licorne, dit-elle, objecte Ramayad, qui a été la première femme noire membre d'un gouvernement en France. J'étais une anomalie, pas du tout un prototype. Alors d'abord, si vous me permettez, je veux compléter ce qu'a dit Nicolas Corato, qui me paraît essentiel dans le débat. Que fait un peuple qui vient de se révolter et qui veut marquer la fin d'un régime et le début d'une nouvelle ère? La première, il fait deux choses. Aujourd'hui, il déboulonne des statues et il prend possession des médias. Le symbole et le pouvoir de la parole. C'est essentiel de comprendre ça. Deuxièmement, les statues ne sont que de l'art officiel à une époque donnée pour rendre hommage aux personnages de l'époque, dont l'histoire, effectivement, quand on regarde l'histoire de France, Colbert est un tout petit personnage, mineur. C'est vrai qu'à côté de Mazarin, par exemple, qui était dans une espèce de superbe et qui a eu une influence, me semble-t-il, beaucoup plus importante, et même Richelieu, que Colbert. Mais à l'époque, effectivement, il fallait célébrer, comme on faisait des tableaux officiels, des sculptures officielles. Et donc, ça ne me choque pas. Ce qui me choque, c'est l'anachronisme. On déboulonne tout, on ne réfléchit pas. Ça ne me choque pas qu'au fur et à mesure que l'humanité avance, qu'elle ait conscience des problèmes, et l'esclavage, c'est quand même la Shoah, l'esclavage, c'est quand même ce qu'on a fait de pire à l'homme sur cette terre, quoi. Aujourd'hui, il y a une conscience qui se développe aussi sur le bien-être animal, sur toute la vie en général. C'est normal, et je trouve ça sain de s'interroger et qu'on ne soit pas dans un pays figé où rien ne bouge, etc. Alors après, il ne faut pas faire de l'anachronisme historique. On déboulonne tout, les gentils noirs, les méchants blancs. C'est beaucoup plus complexe. Et je remercie Nicolas Corato de l'avoir dit avec beaucoup d'élégance et d'intelligence.
Mais c'est ça le vrai sujet. Mais Didier Maisto, est-ce que ça signifie qu'on veut ou on doit solder notre passé, quel qu'il soit? C'est une forme de repentance? Non. C'est quoi alors? La repentance, c'est pour les idiots ou pour les gens qui sont pénétrés par la foi et qui pensent qu'il y a un monde. Je ne dis pas qu'ils sont idiots, je ne fais aucun parallèle entre les deux. Je veux dire, dans le domaine laïque, si vous dites la repentance, c'est que vous n'avez aucune vision de votre pays, de vous-même, etc. Dans le domaine religieux, la repentance est un concept qui vous fait croire, vous croyez qu'en vous repentant ici et maintenant, demain, ce sera meilleur parce que vos péchés, par une force transcendantale, vous seront pardonnés. C'est tout à fait différent. Il s'agit de regarder l'histoire avec, non pas les yeux de Chimène, mais simplement un regard froid, intelligent, regarder ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a fait, alors, en prenant bien sûr des repères moraux, le bien, le mal, ça existe, il ne faut pas le nier, mais regarder notre histoire, toute notre histoire, de l'esclavagisme, mais on pourrait parler aussi du rôle de Victor Schechler qui a aboli l'esclavage, que personne ne connaît en France, ou tellement peu de gens. On doit aussi regarder ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, où la France était quand même très collaborationniste, ou pendant la guerre d'Algérie. On doit tout regarder. Aujourd'hui, comme les débats sont cabrés, et comme des hommes politiques assez médiocres font le buzz, tout est devenu, comment je pourrais dire, électrique. Vous ne pouvez plus toucher un sujet avec de l'intelligence, du recul. C'est tout de suite wokisme, islamo-gauchiste, facho. Non. Voilà. Vous m'aviez posé une question au début, j'ai répondu. Oui, mais en quelques mots, si vous le permettez, oui, je vous ai interpellé sur la deuxième saillie de Ramayad, sur le fait qu'elle disait « j'étais une licorne » et qu'elle a été la première femme noire membre d'un gouvernement en France. Donc c'était en 2007, on le sait, à l'élection de Nicolas Sarkozy. Et elle disait « j'étais une anomalie, pas du tout un prototype ». Que voulez-vous que je rajoute à ça? Évidemment, quand vous regardez le nombre de personnes noires, femmes, qui accèdent à des responsabilités, il y en a quand même très peu. Quand vous cherchez un travail, c'est quand même... moi, je connais beaucoup de grandes entreprises où on n'embauche pas les Noirs. Je ne citerai pas de nom, mais vous êtes noir, vous n'avez aucune chance de... Moi, on m'a fait des réflexions. Quand je m'occupais d'une radio nationale à l'accueil et j'avais embauché une femme noire, j'ai eu beaucoup de réflexions de la part de grands chefs d'entreprise qui me disaient mais pourquoi non, même pas pourquoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Vous voyez? Et alors après, je ne dis pas que le racisme anti-blanc n'existe pas. Le racisme, il existe sous toutes les latitudes, sous toutes les couleurs. C'est un ersatz de la pensée. C'est de la bêtise en barre. Mais qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Quand vous n'arrivez plus à avoir un projet positif, encore une fois, vous vous repliez sur ce qui vous constitue. Et c'est le degré zéro de l'humanité vers lequel on retourne petit à petit. C'est terrible. Alors que si on le faisait avec une conscience historique et politique, on pourrait très bien le faire de manière apaisée. On n'aurait pas ces questions identitaires. Nicolas Corato, vous pensez quoi du mouvement wokisme? Bon, alors pour ceux qui ne connaissent pas le terme ou ce qu'il cache, je me suis permis d'aller chercher la définition. C'est toujours plus simple quand on appelle Larousse à la rescousse. Ça désigne le fait d'être conscient des problèmes liés à la justice sociale et l'égalité raciale. Woke, ça veut dire éveillé, donc être éveillé aux discriminations, ça c'est pour replacer les choses. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce mouvement, cancel culture, wokisme, etc.? Je pense qu'il faut prendre du temps pour le définir. D'abord, c'est un mouvement, contrairement à ce qu'on dit, qui ne vient pas des États-Unis. Il vient de chez nous. Ce mouvement du wokisme, il commence dans les années 70 avec les fameux French Studies, c'est-à-dire ces grands philosophes de Deleuze à Foucault, en passant par Derrida, qui sont partis enseigner aux États-Unis, et donc d'une certaine manière, qui sont les pères de ce que vous appelez aujourd'hui le wokisme ou la cancel culture, mouvements qui nous reviennent d'outre-Atlantique pour revenir à la maison finalement, d'où ils sont quasiment partis, avec ces penseurs qui étaient apôtres de la déconstruction d'un certain nombre de concepts qu'ils jugeaient bloquants pour l'émancipation des citoyens et des gens. Moi, j'ai pas de problème avec le wokisme et la cancel culture.
Je pense simplement qu'il y a une tradition en France qui est l'universalisme. Et que la question que pose le wokisme, c'est la question de l'impasse de l'universalisme. Et ça, c'est une question qui doit nous saisir, et je suis d'accord avec Didier Maisto, qui devrait nous saisir de manière très calme. Est-ce que l'universalisme, qui est quand même la promesse que fait la France au monde dans sa déclaration des droits de l'homme, parce que déclaration des droits de l'homme, elle ne dit pas chaque Français né libre et égal en droit. Il dit tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Pas besoin d'avoir une identité particulière pour être considéré comme un homme libre et égal selon la pensée universaliste française. Mais est-ce que nous n'avons pas échoué? Est-ce que ce wokisme qui revient, ça n'est pas l'interrogation que nous ne sommes jamais faite? Est-ce que notre système universaliste n'est pas dans l'impasse ou n'est pas dans l'échec? Parce que moi, ça fait des années que je suis universaliste et qu'en même temps, j'essaye de regarder de la manière la plus objective possible les blocages de la société française, qui dit universalisme, mais qui concrètement assigne à résidence un certain nombre de citoyens en fonction de leur couleur de peau, de leur origine, voire de leur religion. C'est pas être islamo-gauchiste de dire ça, c'est un fait. Et quand Ramayad vous dit que oui, la société française, elle est peut-être structurellement raciste, oui, ça pose une vraie question. Et quand on voit que ça fait des années qu'on essaye de lutter avec les armes de l'universalisme contre ces discriminations et qu'on n'y arrive pas, qu'on n'arrive pas à franchir les plafonds de verre, qu'on n'arrive pas à donner toute leur place à ces personnes qui ont tous les droits de l'avoir, ben oui, la question du traitement de manière plus communautariste se pose. Moi, c'est pas ma camelote, c'est pas ma manière de penser le monde, mais c'est facile pour moi d'être universaliste, malgré mon nom. C'est plus facile pour moi que pour Ramayad d'être universaliste. Et donc, je peux comprendre aussi que ce soit développé une part de la philosophie ou de la sociologie qui va considérer les moyens qui s'offrent à une partie de la population de s'émanciper en passant par une reconnaissance identitaire. Mais vous voyez bien le danger dans lequel on s'est mis, nous, universalistes, non pas en acceptant ce débat avec cette cancel culture qui revient ou ce wokisme qui revient d'outre-Atlantique, mais tout simplement en ne travaillant pas sur les conséquences de l'universalisme et sur l'intégration dans l'universalisme de ceux qui n'y étaient pas au départ inclus. Et donc je pense qu'il faut regarder les faits en face et la situation en face. Il ne faut pas être dogmatique sur ces sujets-là. Moi, j'ai acquis l'opinion, la conviction que la société française est structurellement raciste. Mais je ne l'ai pas acquise en un jour. C'est le fruit d'une observation de plusieurs années. Et donc, par rapport à ça, est-ce qu'on arrive à changer la structure de la société en conservant notre concept universaliste, ou est-ce qu'il faut passer par autre chose, par de la discrimination positive, par une reconnaissance d'un certain nombre de droits à des communautés qui n'en ont pas aujourd'hui? Moi, je suis ouvert à ce débat-là. Je tiendrai mordicus sur le front universaliste, mais je ne veux pas non plus retirer ou écarter d'un trait des gens qui viennent me dire ça fait 30 ans que vous échouez sur le terrain de l'universalisme, nous on va pas attendre 30 ans de plus pour faire société. Donc je crois qu'il faut regarder ces gens, il faut les respecter, ceux qui arrivent avec cet étendard du wokisme, parce qu'ils mettent en exergue un manque, une erreur, un échec qui nous est propre et qu'il faut qu'on regarde en face. On aura l'occasion, messieurs, de revenir sur ce sujet parce que de toute façon, on a vu quand même la réaction de l'ensemble de la classe politique dans les 24-48 dernières heures. On reviendra donc sur le sujet parce que c'est probable que ça va alimenter l'ensemble de la campagne électorale. Un dernier mot ? Non, allez, un dernier mot. Très vite. Le problème, c'est l'absolu et le relatif. L'universalisme français, c'est l'absolu. Le relatif, c'est le monde dans lequel on vit tous les jours. Et il n'y a plus ce lien qu'on était capable de faire avant, on se paye de mots, entre le relatif, notre vie de tous les jours, irrigué par un absolu. Donc l'absolu, il est vide de sens, parce qu'on l'agite, on dit tout le monde est libre et égaux en droit, etc. Mais dans les faits, ça ne se vérifie pas. Et donc, c'est un peu des plaques tectoniques, mais qui s'écartent pour le coup, parce que l'absolu devient vide de sens, parce qu'il est creux, on ne l'expérimente pas dans le relatif, c'est-à-dire dans le quotidien. Et c'est bien ça, la question qui nous est tous posée aujourd'hui et que, remarquablement bien, je trouve, Nicolas Corato a résumé ce soir. Didier Maisto, vous aurez eu le mot de la fin, et peut-être pas tout à fait, parce qu'on va vous retrouver tout à l'heure, je vais le dire dans un instant. Quoi qu'il en soit, il me reste à vous remercier évidemment d'avoir participé à cette émission.
Dans un instant, vous allez retrouver Bernard Cadot avec son émission C'est Cadeau. Vous voulez tout savoir sur les raisons qui ont motivé depuis 2 ans un peu cet exode urbain dans le logement, ces gens qui ont décidé de partir, ce qu'on appelait le fameux arc des 150 km autour des métropoles, ce qui a dopé d'ailleurs depuis 2 ans ce marché de l'immobilier, le prix du mètre carré qui s'envole en région, pourquoi, comment ça se passe. Vous pouvez tout en attendre dans cette émission. Bernard Cadot reçoit des spécialistes de l'immobilier. Ils vont vous donner les clés d'explication. Ça, c'est dans un instant dans la soirée PDA TV. Et puis juste après, je me retourne vers vous. Vous aurez décidément le mot de la fin d'I Maestro parce qu'on vous retrouve pour un Radio Maestro exceptionnel. Exceptionnel, je sais pas. Si, mais parce qu'il est pas tous les soirs. Ah, voilà, ce sens, il est exceptionnel. De ce point de vue, alors c'est sur la crise sanitaire, fin de partie, parce qu'on voit qu'un mensonge de plus tombe et que tous les hommes politiques ou les médecins de plateau, qui sont plus médecins depuis au moins 40 ans pour la plupart, nous avaient dit en cas de... Si vous êtes double vacciné, vous ne craignez plus rien, vous n'êtes plus contagieux, vous ne pourrez pas être contaminé non plus. On voit que ça aussi... On voit que c'est pas forcément... Ça c'est cool, donc ça m'a permis ça me permettra de revenir sur l'ensemble des mensonges, des contre-vérités ou des approximations qui ont été érigées comme des statues de Colbert devant, non pas l'Assemblée nationale, mais devant le peuple ébahi et un peu hagard. Donc et puis demain, il y a le Conseil de sécurité où on vérifiera. Là, c'est top secret, là, on ne peut pas savoir. Oui, mais on le saura peut-être après quand même. Dans 50 ans. Non, mais on saura quelles sont les mesures que le président Macron va décider pour nous. Dans 50 minutes, oui. Voilà, donc ça sera demain et on en parlera peut-être un petit peu demain soir dans Des hauts et des bas. Merci de nous avoir regardés, 18h30, 19h30 tous les soirs de la semaine, comme vous le savez. N'hésitez pas à vous abonner sur la page aussi YouTube, parce que nous avons ouvert notre chaîne également sur YouTube. Vous pouvez nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, pour la version professionnelle, Twitter, quand nous mettons entre autres également un sondage. Merci de votre attention, de votre fidélité qui ne se dément pas depuis fin septembre que nous sommes à l'antenne. Dans un instant, vous retrouvez Bernard Cadot, restez avec lui. Et juste après, ça sera Didier Maestro. Bonne soirée à tous sur PDA TV, à demain soir. J'appelle tous les Français, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, à se réunir à la France. Vive la République. Vive la France.